Là, pour l'instant, j'hésite entre K13, Nabi Space. Oh, Kefta. Oh. Ou Nour. Ah putain, Nour, ça a l'air très très bon quand même. Allez, je pense qu'on va tous chez Nour, les amis. C'est parti, Tabitou. Non, je rigole, je rigole. Ah ouais, c'est bien ça. Partagez le chat SVP, clairement. Ah, Nemic Tortilla, putain la vache, ouais, j'avoue. Moi, c'est nouille instant. Ah ouais, je connais je connais ton souci. C'est très souvent nouille instant chez nous. C'est finito. Je ne mange pas de graines. Merde, il foutu partout. Attends, on veut tomber plein. Placement de produits. Si tous les produits qui passaient sur ces lives devaient me payer, je serais riche. Fruits secs et graines grillées, sans sel ajouté, de la marque Superou. Trop bon. Trop bon. Par contre, effectivement, je mange pas ultra équilibré. Mais il me reste une banane à la maison. Enfin, dans la voiture. Non, à la maison. Des ribs provinciales, des chipots merguez, des cuisses de poulet, on avait fait marier depuis hier. Oh là 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 là. Vous êtes combien à la maison, Ursus? Bonjour ici, c'était du riz. C'était riz. Du bouillon de légumes, miam miam miam, avec des petits morceaux de carottes et des tsukune de poulet. Ah, let's go les tsukune de poulet. Je sais pas ce qu'est le tsukune, c'est les boulettes de poulet. Ah, Arthur, tant que tu répètes pas la même chose sur d'autres chats, tout va bien. C'est déjà bien de s'excuser. Mais c'est juste une question de pas le refaire. Au moins tu sais. Là on est 8, let's go. Mais va voir tes convives, mec. J'ai pas envie de leur prendre leur très cher Ursus, quoi, tu vois. Très sympa le petit coucher de soleil en plus. Alors les amis, est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on va à la pointe? Enfin aller au phare? Sachant que là où je vais aller aussi, il va falloir que je trouve un moyen de me garer. Je vais pas finir trop tard ce soir, j'avoue que j'ai envie de jouer à TFT. Pas eu le temps de... Enfin pas trop tard quoi, avant 22h ce serait cool. Faire du petit minou, on peut y aller même à pied. Hein. Ah, c'est quand même 4 km, c'est 3 heures de route hein, à pied. 1h30. Ah c'est quand même... Ah mais non mais attends. 1h30 à pied. Et en voiture c'est 11 minutes, bon, ça va. T'inquiète, il te voit aussi, on t'a mis sur l'écran TV et placé à la fenêtre. Ah frérot, c'est gentil en tout cas, merci. Merci les amis. J'espère que vous avez passé un bon barbecue les copains. Faites-vous plaisir. Moi je prends l'apéro avec vous. Ça va faire du petit minute, tu vas encore regretter de ne pas avoir pris ton appareil photo. Mais frérot, de toute façon il est pété. Enfin, je pense que je peux faire 3 photos avec quoi. Donc, de toute manière il est pété. Hein. C'est comment non?
T'as dit quoi de mal? Petite framboise. Disons qu'il m'a insulté, mais que le message n'est pas passé. Parce que le message était si violent que Twitch a dû le... Twitch a dû le ban. Vu qu'on est sympa ici, qu'on laisse des deuxièmes chances, on la débanne. Mais il faut que ça serve de leçon. Bon allez, 5 minutes encore avec cette petite vue, ensuite on va aller voir le phare. Le phare d'eau. Pardon. Tu as pété ton Phase 1. C'est pas un Phase 1 en plus, c'est un Mark 3. J'ai pété... Putain, c'est trop addictif cette merde. J'ai pété quoi dans le truc? J'ai pété une partie du capteur. Il y a un truc du capteur qui se barre. C'est chiant, putain. Ça casse les couilles. Après, je pense que en fait, mon appareil photo, je l'ai tellement utilisé qu'au bout d'un moment, c'est juste de l'usure. Genre, juste trop de déclenchement. Il s'appelle Massy ce phare, pas mal. Pas mal. Enfin, c'est pas ouf. Ça s'use un appareil photo. Sur les appareils photo, vous achetez un appareil photo genre boîtier hybride ou boîtier DSLR ou je sais pas quoi. Si vous en achetez un d'occasion, demandez le nombre de déclenchements. Le nombre de déclenchements de l'obturateur, c'est comme le compteur de kilomètres de votre voiture. Plus vous en avez déclenché, plus vous savez que l'appareil photo a été usé et utilisé, plus vous savez qu'il a pris un nombre de photos important. Et il y a des mécanismes sur certains appareils photo, notamment sur le mien, même si c'est un hybride, où il y a un obturateur qui descend, il y a une pièce mécanique qui descend, et elle est descendue au moins une bonne centaine de milliers de fois, tu vois. Et logiquement, il y a des recommandations constructeurs sur le nombre que ça peut tenir. Si le chiffre est au-dessus, vous pouvez négocier pour avoir l'appareil photo pour beaucoup moins cher. Est-ce que c'est disponible facilement? Alors sur certains appareils Sony, c'est un peu difficile, il faut avoir un programme sur l'ordinateur. Mais si tu comptes le vendre, mieux vaut savoir. En fait, il faut juste brancher parfois, il faut juste brancher ton appareil photo à l'ordinateur. Soit c'est écrit dans les menus. Mais oui, lorsque vous achetez un appareil photo d'occasion, vraiment regardez le nombre de déclenchements. Ça vous permet vraiment de savoir à quel point ça a été utilisé. En fait, parce que quelqu'un peut dire il est comme neuf, machin, mais ça ne te dit pas combien de déclenchements a été fait. S'il te dit comme neuf et qu'il y a eu 103, 150, 500 déclenchements, là ok, c'est bon, tu es sûr que c'est ok. Mais si le gars il te dit que c'est comme neuf de l'extérieur et qu'il y en a eu de 200 000, il faut peut-être, tu peux peut-être négocier. Ouais, regardez bien. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les appareils, mais en tout cas pour mon appareil photo hybride plein format, si j'en achète un ou si je le revends, je dirai le nombre de déclenchements qu'il y a eu. Comme tu vends pas ta voiture sans que la personne ait regardé le nombre de kilométrage, quoi. Après c'est comme tout, hein, si le mec vous le vend il est un peu tech savvy, ça se trouve il a hacké le truc et c'est pas le bon chiffre, mais mieux vaut demander, tu vois, on sait jamais. Parce que vous le savez aussi sans doute, mais sur vos voitures, les compteurs de kilométrage sont facilement modifiables. Et bon, ça pue du cul, quoi. Ouais, le déclenchement mécanique. Moi, j'ai un appareil photo qui, heureusement, a un déclenchement numérique. J'ai pas forcément besoin de faire tomber l'obturateur, mais en fait, si je le fais pas tomber, s'il descend pas mécaniquement, il y a beaucoup de features que j'ai pas. Par exemple, il n'y a pas la suppression des bandes verticales.
Les bandes verticales, parfois, tu peux avoir des bandes verticales quand la vitesse d'obturation va à peu près à la vitesse du clignotement des lumières dans les avions ou d'une lampe, tu vois. Ah, puis il y a tout un truc à savoir aussi, si vous achetez votre appareil photo en France et que vous allez aux États-Unis, il faut que vous changiez la vitesse. Enfin, tu vois, vu qu'on est en 50 Hz, ils sont en 60 ou un truc du genre, enfin, ou l'inverse, je sais plus. Il y a plein de petits trucs comme ça à savoir sur la photo, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais c'est important à savoir quand tu achètes l'appareil photo. Est-ce que je l'ai acheté aux États-Unis? Donc est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je l'ai acheté en France? Alors, est-ce que ça change quelque chose? Et vu que les Américains, c'est les seuls à pas faire les choses comme nous, enfin que c'est beau, sérieux. Franchement, c'est sympa. Hein. On va dire, il y a pire, quoi. Pas besoin d'aller loin pour voir. Après, si t'es dans la capitale, c'est quand même 6 heures de voiture. Tu vois, bon. Je veux dire, à 6 heures de voiture, tu pourrais être déjà aux Pays-Bas, en vrai. J'avoue. Depuis Paris, non, non. Après, si tu viens de Nice, c'est compliqué aussi hein, de venir là. C'est quoi le point de France le plus loin d'ici? C'est la ville de Menton, j'imagine. Quelle est la ville ou la commune française la plus éloignée de Locmaria-Plouzané en France métropolitaine? Il n'y a pas de données facilement vérifiables pour identifier la commune la plus éloignée de Locmaria-Plouzané en France métropolitaine. Par contre, parmi les grandes villes, Nice est environ à 1056 km de Locmaria-Plouzané. Si tu veux une réponse... Bon, du coup, c'est Menton, j'imagine. C'est pas exactement Nice, parce que Nice, c'est plus à l'ouest que Menton. Et Menton, c'est vraiment la ville dans le sud-est qui est à la frontière avec l'Italie. Menton, Ploudalmézeau, plus grande diagonale? Ah, très probablement. Ouais. À ce niveau-là, je pense que c'est plus facile de venir en avion. Après, bon, parce que Nice-Paris, malheureusement, c'est 5 heures. Parce que tu as toute la côte à faire de Nice jusqu'à Toulon en TGV, mais en TGV basse vitesse. Et ensuite, Toulon-Paris, c'est genre 2h30, 3h. Après 3h. Et ensuite, pour venir jusqu'ici, c'est quoi 2h30, 3h aussi de RER, de TGV. Donc, en tout et pour tout, on a pour 8 heures de voyage. Si tu t'arrêtes sans prendre de grosses escales, quoi. En TGV. En avion, je pense qu'à tout péter, t'en as pour 1 heure. Voire, peut-être 1h, 1h10, 1h30. Ouais, le Brest-Nice, je pense qu'il doit y avoir un vol. Ça, je pense que c'est normal qu'il y ait... Tu vois, je suis pas très pour les vols qui existent trop... Bah, ouais. Après, chacun ses besoins, mais il y a des vols qui existent à des destinations qui se font rapidement en TGV. Là, j'avoue que Brest, Nice, c'est peut-être mieux de prendre l'avion dans certaines... Est-ce que Vintimille, Italie... Ouais, Vintimille. Alors Vintimille, c'est la ville qui est connue à côté de Nice pour son marché de contrefaçon. Pas loin de 4 heures, hein, Paris-Brest en train. Ah ouais. Ah voilà. Du coup, t'en as pour 9 heures. C'est compliqué 9 heures. Autant prendre... Enfin ouais, c'est chiant, mais il faut prendre l'avion quoi. C'est combien de temps en avion Brest, Nice? Si seulement la France n'était... Si c'était cool si tout ne passait pas par Paris quoi. Si on pouvait avoir une deuxième ville là. Il y a Marseille, mais je veux dire. Il y a trop de concentration sur Paris quoi. Oui, c'est vrai que Paris-Toulouse, c'est 4h50. Quoi. Pourquoi? Pourquoi 4h50? Normal d'avoir envie. Mais après, attends. Doucement.
Parce que l'avion, il faut que tu y arrives au moins 2 heures à l'avance. Après, dans un vol domestique, peut-être tu y vas 1h30 à l'avance. Ensuite, tu attends le vol. Allez, 1 heure. Ensuite, tu arrives à l'aéroport de là où tu arrives. Et là, pour arriver en ville, il faut généralement 30 minutes. Ils ont 1h30 vol plus à arriver et rentrer chez toi. Allez, 1h40. Plus les 2 heures, aller à l'aéroport, y aller pour y aller déjà. Si tu veux aller à Charles de Gaulle ou à Orly, il faut au moins 40 minutes, voire 1 heure. 2 heures d'attente, 2h40. 3h20, 1 heure de plus, ça fait 4 heures. 4 heures, franchement, voilà quoi. À 1h55, Brest-Nice. Ah oui, parce qu'en fait, les horaires, quand vous prenez l'avion, les horaires que vous avez de vol, en fait, c'est pas le temps en vol, c'est le temps lorsque l'avion push back jusqu'à ce qu'il atterrisse. Et en fait, il faut savoir qu'à Charles de Gaulle, le temps quand tu push back, le temps d'arriver à ta piste de décollage et quitter le sol est ultra long. Parfois, ça peut durer 40 minutes. J'ai déjà été au sol pendant 40 minutes avant de pouvoir décoller à Charles de Gaulle. Voilà. Et voilà. C'est quoi pushback? C'est quand l'avion fait une marche arrière. À partir du moment où il quitte la plateforme et il fait une marche arrière jusqu'au moment où ils atterrissent. Pushback en anglais, pousser, back derrière. Push c'est pousser, back ça veut dire derrière, pousser derrière ça veut dire pousser en arrière, ça veut dire faire une marche arrière. Mais seulement pour l'avion. Si tu veux dire marche arrière en anglais, c'est reverse, avec un R. C'est très très long. 450, s'il n'y a pas de problème en ligne entre Bordeaux et Toulouse, ça ne roule pas à toute allure. Oui, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que au moins les trains, tu vois, tu arrives au centre-ville. Bon. C'est hyper long, 40 minutes. Mais oui. En fait, le truc, c'est que déjà, ta porte peut être loin de la piste de décollage qui t'est assignée. Et puis en plus de ça, à Paris, donc à Charles de Gaulle, il y a du trafic. Donc tu peux avoir la queue. Alors en voiture, reverse, c'est spécifiquement le truc pour dire marche arrière. Rear, ça veut dire arrière. Et backwards, c'est principalement à l'envers, ça veut dire. Reverse, c'est vraiment le terme spécifique à la voiture. Quand même plus de style qu'engager la marche arrière. Bah, tu poses ça des questions à des Britanniques ou à des Américains qui sont un peu francophiles. En vrai, ils te disent qu'ils trouvent ça sexy, quoi. Quand j'avais des Américains en voyage qui me disaient apprends-moi d'un truc en français un peu stylé, je leur disais pâté en croûte et ils étaient là waouh, c'est trop sexy le French. C'est quoi tes plus grosses galères en avion que j'ai provoquées ou que j'ai subies? J'ai pas eu trop de grosses galères et je croise les doigts, bordel. Ouais, non, j'ai pas eu trop de galères, sauf je devais faire Bangkok-New Delhi à l'époque pour aller passer du temps en Inde. Et je me suis trompé d'aéroport. Du coup, j'ai raté mon vol. Et Bangkok-New Delhi, c'est cher. Enfin bref. Donc voilà. Et sinon, grosse galère. Qui a provoqué des galères, je me suis trompé d'aéroport, donc c'est une galère que je me suis provoquée à moi-même, tu vois. T'as déjà eu les masques qui tombent? Non, et franchement, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, pitié. J'ai déjà eu un go-around. Donc un go-around, c'est quand l'appareil l'avion est sur le point d'atterrir, mais qui refuse et qui remonte. Et ça m'est arrivé une seule fois, c'était dans un truc avec une visibilité très très basse à Copenhague, quand je vivais là-bas. J'ai déjà eu des très très lourdes turbulences, mais je me suis jamais vraiment inquiété. Tant que les hôtesses de l'air et les stewards ne paniquent pas, c'est que c'est ok. Ça fait peur un go-around un petit peu, ouais. J'ai eu remise de gaz, exactement. J'ai eu un petit peu peur, ouais, j'avoue.
Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, en fait, en gros, lorsqu'il y a une remise de gaz, il y a toute une procédure. Enfin, le pilote in command dit go around et il fait son truc, il monte à une certaine vitesse qui avait été prédéfinie en cas de si ça arrive. Ensuite, il demande à la tour, en gros, lorsque tu pilotes un avion, tu as 3 choses à toujours apprendre et dans n'importe quelle situation à ne jamais oublier. C'est d'abord aviate, navigate and communicate. Donc d'abord, fais voler l'avion. C'est toujours le truc le plus important en cas d'urgence. Tu fais d'abord voler l'avion. Une fois que ça c'est géré, tu navigues, donc c'est-à-dire que tu décides de l'endroit où tu vas aller. Et en troisième, tu communiques en disant on a fait ça et on va dans cette direction, ou tu attends que quelqu'un te donne la direction. Voilà. Et du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, nous ça nous arrive, on fait la remise de gaz, machin, on n'a pas d'informations pendant au moins 2 minutes. Avant qu'ils nous disent Ladies and gentlemen, tu vois, mesdames et messieurs, nous faisons une remise de gaz due à ta. Nous sommes 3e sur la liste pour réatterrir, vous inquiétez pas, machin. En cas de problème, nous atterrirons à l'aéroport à côté, à Malmö, au lieu d'atterrir à Copenhague. Jamais déroutement de destination. Ça m'est pas encore. Je réfléchis. Non, ça m'est pas encore arrivé. Putain, mais j'espère que ça m'arrivera pas. Hein. J'espère que tu vas pas me porter l'œil. Hein. Je veux pas, moi. Pitié. Me dis rien, pitié. J'espère que ça m'arrivera pas. Oh mon dieu. Non, j'ai jamais eu de destination. Attends, je réfléchis, je crois pas. Hein. Je crois pas. Ah, peut-être, si. Je crois que j'ai été dérouté en Pologne. Non, j'ai eu un vol annulé. J'ai été dérouté en Pologne, je crois, ouais. Je crois que j'ai été dérouté en Pologne, ouais, à un moment. Et c'est pas grave, la destination finale restait Copenhague, hein, bien sûr. J'ai beaucoup voyagé à Copenhague. Mais ça finit à Nantes. Moi, à Madère, j'ai vu des atterrissages de ouf vidéo à cause du vent quand j'y suis allé. C'était super tranquille, en fait. Ouais, moi, ça me fait un petit peu flipper, hein, leur truc à Madère, là. Ça me fait un petit peu flipper, leur aéroport où ils ont une alerte terrain avant d'atterrir. Non, je suis pas sûr. Hein. Genre, ouais. À Brest, ça arrive assez souvent, car mal équipé, c'est vrai. Ils ont une approche seulement en VFR? Non, c'est pas possible. Ça doit être déroutant. D'être dérouté. C'est rigolo, ça. As-tu déjà eu un refus de rentrer dans un pays que tu voulais visiter? Mais c'est une interview de douane, ça, non? Non, j'ai jamais eu ce problème-là. Je me suis toujours préparé pour avoir le visa avant d'y aller, quoi. Toujours. Donc on m'a jamais refusé l'embarquement non plus d'un vol. Je crois. On m'a forcé à payer pour prendre une bagage en soute, ça c'est sûr. De là à pas me faire rentrer dans la voiture, enfin dans l'avion, non, ça m'est pas arrivé encore. Saint-Barth, ça a l'air d'être très très flippant. Ouais, c'est au Bhoutan, l'aéroport au Bhoutan, là, ça me fait flipper. Tu vois que bien sûr, je pense que les pilotes savent ce qu'ils font, mais quand tu vois le pilote en train de prier avant d'atterrir, tu te dis bon, est-ce bien une bonne idée de continuer à prendre cet avion? On va aller voir le phare du Petit Minou. Le phare du Petit Minou. Ça va être bien. Je disais que tu vas avoir des dingueries. En fait, statistiquement parlant, il n'arrive pas souvent des dingueries. Après, je crois qu'il m'est arrivé... Je sais pas s'il m'est déjà arrivé des trucs, sans doute. J'ai eu pas mal de trucs, on n'a aucune visibilité. Il y a beaucoup de brume, éteignez vos téléphones. Genre vraiment éteignez-les, c'est pas genre en mode... Il n'y a pas de... mettez-vous en mode avion, c'est vous les éteignez. Parce qu'il fallait le moins de lumière possible à l'intérieur de la cabine. Et je pense que j'ai jamais eu, mis à part ça, c'est tout. Je réfléchis. Mais j'espère que ça restera comme ça, hein, parce que t'imagines, j'ai pas envie qu'il se passe ça. Bon appétit Nabi Space.
Me porte pas l'œil, Vince, me porte pas l'œil. Pitié. Après, bon, je reprends pas l'avion avant un petit moment, donc c'est ok. Et en plus, là, même si je prends un avion, je pense qu'il sera annulé, non? Parce que... Putain, j'ai peur de prendre l'avion maintenant en plus. Alors que je l'ai pris plein de fois, mais je sais pas pourquoi. Jamais eu vraiment peur des turbulences. C'est plus vraiment lorsqu'on décolle, je suis un peu stressé, mais sinon ça va. Je suis allé une fois en Pologne, ils ont perdu ma valise pendant une semaine. Chaud. On a déjà échangé mon sac à dos avec un autre sac à dos parce que c'est un sac à dos Quechua que tout le monde a. C'est l'unique fois où j'ai perdu quelque chose. J'espère que je ne reparlerai pas autre chose. Enfin après, bien sûr, je l'ai récupéré. Il m'a même été livré. Et ça, c'est cool. J'ai une pote qui est venue à Paris me visiter une fois pour une semaine et ils ont perdu sa valise et elle avait rien, absolument rien. On a dû aller chez Uniqlo acheter des fringues de secours, mais elle s'est fait rembourser entièrement tous ses achats pour les vêtements. Après, bon, elle n'a pas acheté de dinguerie, elle a acheté trois sous-vêtements haut et bas du coup chez équivalent des TAM et ensuite un pantalon et un t-shirt chez Uniqlo quoi. Enfin, pouvoir s'habiller quoi, c'est ce que je veux dire. Direction le phare du Potéminou. Le Potéminou. I am got it. Imagine, tu montes dans un avion et tu as un pilote qui te dit ils sont un peu justes en termes de kérosène. Ça m'inquiète pas trop. Les avions sont faits pour planer. Après l'atterrissage sans moteur, c'est compliqué mais c'est pas impossible. Bah, le Hudson, le miracle sur l'Hudson, c'est un miracle du coup. Mais Sully, c'est ça qui s'est passé. Et en plus dans l'eau, donc voilà.